L'état de la France d'aujourd'hui est le résultat de 40 ans de démagogie, de laisser-aller, par tous les gouvernements successifs. Et ce que nous voyons pour la présidentielle de 2017, c'est ressurgir ceux qui ont participé à tous les gouvernements successifs depuis 40 ans, que ce soit à droite ou à gauche. Et je pense que ceux qui sont la cause du problème ne peuvent pas être la solution du problème. De plus, à partir de 2012-2013, on a commencé en France à parler de possible guerre civile. Des livres ont été écrits sur ce sujet. Et personnellement, ayant vécu 4 guerres civiles sur le terrain, le Liban, la Somalie, le Rwanda et la Yougoslavie, je crois qu'effectivement, malheureusement, les mécanismes psychologiques de la guerre civile se mettent en place chez nous, Français. Donc, avec ces constats, je me suis dit que moi, officier, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. Donc, j'ai décidé de m'engager. Initialement, ce n'était pas vraiment pour la présidentielle, mais comme la présidentielle est dans le paysage, si je peux dire, politique, eh bien, j'ai été poussé par des amis et j'ai décidé de me présenter. Alors, nous avons, des amis ont créé une association politique qui s'appelle Rebâtir la France, du titre de mon premier livre paru en janvier 2015. Je dois dire d'ailleurs que ce livre se vend bien puisque nous avons imprimé le 13e mille, ce qui en livre politique est très bon. Ils ont créé cette association politique qui a désormais environ 4000 membres. Elle a été créée en janvier de cette année. 4000 membres, un réseau sur la quasi-totalité des départements français, qu'ils soient de métropole ou d'outre-mer, plus entre 25 et 30, je ne sais plus exactement, délégations à l'étranger, au Canada, aux Émirats arabes unis, en Russie, en Suisse, etc. Et nous disposons maintenant d'un état-major composé de bénévoles que je recrute au cours de mes réunions, comme ce soir peut-être à Lorient, un état-major d'environ 250 personnes qui travaillent sur ce projet d'arrache-pied. Voilà où nous en sommes. J'ai personnellement déclaré ma candidature au mois de mai, le 12 mai exactement, à l'agence France Presse, lors d'un passage à Strasbourg, et je me suis déclaré en préfecture au mois d'août. Les politiques font semblant, entre guillemets, de m'ignorer. J'ai quand même rencontré une douzaine de maires et sénateurs, dont certains très proches des candidats en vue, des candidats mainstream, comme la presse, dont certains très proches, qui me regardaient parfois d'un air goguenard, mais au bout d'une demi-heure de conversation, étaient beaucoup moins goguenards. J'ai eu aussi un débat dans un village de la Meuse avec Ramayad. Bien sûr, ce n'est pas Juppé, mais tout de même, Ramayad a été ministre. Et puis d'autres choses se préparent maintenant. Ce que je constate aussi, c'est que nous avons des ralliements. Nous avons des ralliements qui viennent à la fois de ce qu'on appelle la droite et de ce qu'on appelle la gauche, des micro-partis, des associations, dont certains quand même représentent 10 000 membres ou 15 000 membres, des associations qui ont jusqu'à 10 millions de personnes dans leur réseau. Donc les choses avancent très sérieusement. Il y a un point qui aide beaucoup à ces ralliements. C'est que j'ai annoncé et je serai jusqu'au bout en dehors des partis politiques. En dehors des partis. Je peux avoir mes opinions personnelles, comme tout Français. En France, il y a des Français de gauche, des Français de droite, des Français du centre et d'ailleurs, mais la France, elle est ni de droite ni de gauche. La France est au-dessus de tout cela. Et le chef de l'État, quelles que soient ses opinions personnelles, doit être au-dessus des partis, ce que nous n'avons plus vu depuis 1974, à peu près. Tous nos chefs d'État, non seulement sont issus des partis politiques, mais se sont peu ou prou comportés en responsables de partis. Voilà. Et en carriéristes. Pas tous de la même façon, bien entendu, mais c'est le cas quand même. Donc il faut rompre avec cette habitude. Je n'ai pas de carrière à faire, elle est faite. Elle est bien faite et j'en suis fier. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai ma retraite de général de division, ça me suffit. Et les honneurs, je sais parfaitement ce qu'il en est, donc je ne cours après rien de tout cela. Et le chef d'État doit être au-dessus des partis. Je suis et je resterai au-dessus des partis. Nous avons des ralliements de gauche et des ralliements de droite et des ralliements de partout.
Je considère que le système des partis, qui est devenu une véritable dictature, va s'écrouler. Tôt ou tard, il va s'écrouler. Quand on regarde les sondages, 90% des Français ne font plus confiance au système des partis. 90% des Français ne font plus confiance aux hommes de parti. Et ce sont toujours les mêmes que nous avons. Quel que soit le prochain président, si ce n'est pas moi, et il sera dans cette situation-là. Il aura 3 semaines, un mois d'état de grâce, comme on dit, et après, terminé. Donc on va retomber dans les mêmes errements. Le système va s'écrouler un jour ou l'autre sous la poussée du chômage, sous la poussée du djihadisme, sous la poussée de l'insécurité extérieure. Il va s'écrouler. Et sous la poussée aussi de l'incapacité des gouvernants à s'extraire de l'esprit partisan. C'est ça l'essentiel. Ces gens-là sont intelligents, instruits, le problème n'est pas là. Mais ils sont dans un système qui est pernicieux, qui asservit la France et qui détruit la France à petit feu. Et ils en sont partie prenante. Ce système va s'écrouler, les Français n'en veulent plus, comme les Américains. Ils n'en veulent plus. Comme les Britanniques se sont exprimés pour sortir de l'Europe. Le peuple reprend la parole et c'est bien. Et ce système va s'écrouler. Moi, je suis, d'entrée de jeu et définitivement en dehors de ce système des partis. Ce que je constate, c'est que de plus en plus d'officiers généraux, mais d'officiers aussi tout simplement, supérieurs ou subalternes, et puis même de sous-officiers maintenant, parlent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a théoriquement, normalement, dans un pays normalement constitué comme la France, il y a un contrat qui n'est pas signé, mais un contrat tacite entre le politique et le soldat, et qui sont, ou le soldat, le gendarme, ou le policier, qui sont ensemble en charge de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la France, c'est la paix pour la France, c'est la sécurité des Français. Si le soldat, le gendarme, le policier ne remplit pas sa mission, il est du devoir du politique de le remettre au pas et de le faire remplir sa mission. Mais quand le politique ne remplit plus sa mission, comme c'est aujourd'hui le cas, quand le politique ne remplit plus sa mission, que doit faire le soldat? Il ne va pas faire des coups d'État, mais il est en charge, il reste en charge de l'essentiel, lui. Et s'il est seul en charge de l'essentiel, il est normal à ce moment-là qu'il passe du devoir de réserve au devoir d'expression. Au devoir d'expression, parce qu'il est en charge de l'essentiel. Le soldat a un rôle politique tout à fait éminent, pas du même ordre que les hommes politiques qui gouvernent le pays, mais il a un rôle politique tout à fait éminent parce qu'au bout du compte, c'est sur sa vie à lui, il engage sa peau, il ne faut quand même jamais l'oublier, il engage sa peau pour l'essentiel, la France et les Français. Donc je considère que si aujourd'hui il y a tant d'officiers qui s'expriment, c'est par nécessité, par patriotisme. Chacun le fait à sa façon. Le général Picmal a sa façon à lui, le général Soublé a sa façon à lui, moi j'ai la mienne. Mais nous sommes tous, je crois, dans la même orientation. La France va mal, maintenant l'essentiel est en jeu, nous risquons vraiment gros, la France risque très gros, les Français risquent très gros, donc il faut que nous nous exprimions et que nous essayions de remettre le politique dans sa mission. Et puis moi, j'ai décidé de m'engager en politique parce que je considère que je suis un politique, un général est un homme politique. L'élection de Donald Trump, je n'ai pas apporté d'avis sur Donald Trump lui-même. Il fait partie maintenant du paysage politique international. Il va gouverner la principale puissance mondiale. C'est un fait accompli. Ce que je constate d'abord, c'est que contrairement à tout ce qui nous était annoncé, eh bien c'est Trump et non Hillary Clinton qui a été élu. Il y a quelque chose de très bien là-dedans, de très rassurant. C'est que le peuple américain a décidé, n'a pas plié devant les oukases de la grande presse et aussi du capital, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Ensuite, Donald Trump a pris des positions extrêmement tranchées pendant sa campagne. Je rappelle que c'était une campagne électorale, surtout américaine, et que, surtout aux États-Unis, les promesses de campagne sont rarement tenues. Rarement tenues. Alors que fera-t-il? Il faut attendre, non seulement qu'il prenne
le gouvernement, les rênes des États-Unis, mais quelque temps, que fera-t-il dans les mois qui suivront? Ce que je sais, c'est que s'il n'est pas assassiné, parce qu'il a quand même pris des positions extrêmement tranchées, et s'il réalise son programme, le monde va vraiment changer. Je n'oublie pas qu'il a dit pendant la campagne qu'il allait soit supprimer l'OTAN, soit le réorienter radicalement. Et je ne suis pas certain qu'il faille le supprimer. Le réorienter radicalement, oui, vraiment. Parce que l'OTAN est aujourd'hui devenue une machine à faire la guerre, à provoquer des guerres, avec les derniers gouvernements américains. C'est devenu une machine à provoquer les guerres. Et je crois que, personnellement, si l'OTAN n'est pas réorientée très rapidement et radicalement, je crois qu'il faut vraiment quitter définitivement le commandement militaire intégré de l'OTAN. Et peut-être définitivement l'OTAN lui-même. À réfléchir pour la deuxième partie, c'est-à-dire quitter l'organisation politique. Mais ce que je souhaite, c'est que Donald Trump réoriente l'OTAN. Aujourd'hui, on a un monde en ébullition. Nous pouvons, à force de dérapages successifs, arriver à une troisième guerre mondiale qui serait absolument destructrice. Et certains observateurs considèrent qu'elle est quasiment inéluctable et qu'elle se produira tout simplement mécaniquement. Bien, il faut tout faire pour l'empêcher. Donc, je souhaite vraiment que Donald Trump réoriente radicalement l'OTAN pour en faire une organisation de construction de la paix par la pacification et le développement. Ça, c'est possible. La situation actuelle en Syrie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas d'abord une guerre civile. C'est une guerre civile qui a été provoquée par, encore une fois, des affaires de pétrole. Ce que je constate aussi, c'est que, plus globalement, toute la situation au Proche-Orient a été largement provoquée par les ingérences occidentales dans ces pays. Nous, Français, nous n'avons plus de politique arabe digne de ce nom depuis fort longtemps. Nous connaissons l'islam depuis 15 siècles, nous savons qu'à chaque siècle à peu près, il y a une poussée de ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme, et nous sommes allés en Irak, en Syrie et aussi en Libye chatouiller le diable djihadiste. Nous avons provoqué ces explosions de djihadisme qui maintenant se répercutent sur notre territoire. Donc la première chose à faire serait d'abord d'arrêter de provoquer. Ensuite de remettre, comment dire, dans le rang, si je peux dire, hein, les puissances qui aident les djihadistes, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, hein, à qui nous vendons encore des armes qui se retournent contre les Français. C'est une position que certains pourraient qualifier d'ailleurs de collabo. N'est-ce pas? Donc il faut revoir radicalement nos relations avec ces pays-là, y compris aussi la Turquie, qui joue un jeu pour le moins trouble. Et il faut aussi considérer que la Syrie n'est pas la France, nous n'avons pas à décider qui doit gouverner la Syrie, c'est l'affaire des Syriens. Bachar el-Assad n'est certainement pas un saint, y en a-t-il d'ailleurs au gouvernement quelque part dans le monde, mais rompre les relations diplomatiques avec la Syrie au prétexte que Bachar el-Assad serait un tortionnaire, un tueur, dans ce cas, il faudrait rompre les relations avec d'autres pays où les présidents, je pense en particulier au Rwanda, que je connais bien, où les chefs d'État sont de manière quasiment avérée de véritables génocidaires. Et avoir une position moralisante, moralisatrice à l'égard de ce pays, je crois, n'est pas la bonne solution. Il ne fallait pas rompre les relations diplomatiques et je crois que maintenant il faut les rétablir. Il faut aussi avoir un partenariat aussi large que possible, en particulier avec la Russie, pour apaiser la situation dans cette région. Et enfin, je crois que, en particulier pour les migrants qui sont chez nous aujourd'hui, au moins pour les Syriens, je rappelle quand même que l'un des premiers droits de l'homme, c'est de vivre chez lui, en sécurité et avec de quoi vivre. Eh bien, nous devons avoir un partenariat avec la Syrie pour que ces gens-là reviennent chez eux. Nous les aiderons, et nous les nourrirons, éventuellement nous leur fournirons une formation professionnelle et un pécule pour se réinstaller chez eux dans la sécurité. Donc un partenariat avec la Syrie pour cela. Voilà comment je vois la politique syrienne. D'abord, je ne suis pas un gaulliste fanatique, et de très loin. Je lui reproche essentiellement la façon dont l'Algérie a été larguée. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas
infliger l'indépendance à l'Algérie, j'ai bien dit infliger, mais pour le bien de la France. Mais par contre, la façon dont l'Algérie a été larguée, c'est grave, hein. Il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait parler. Ceci étant, je constate quand même que depuis 150 ans, ça a été le seul chef d'État en France digne de cette appellation. Si grand que soit ses torts, parce qu'il en a, ça a été le seul chef d'État. Donc, quand on veut avoir une inspiration politique assez récente, on est obligé de regarder De Gaulle. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que dans la quasi-totalité de la classe politicienne, on se réfère à De Gaulle, plus ou moins, et pratiquement toujours pour le trahir. Pratiquement toujours pour le trahir. C'est un message qu'on envoie aux électeurs, aux citoyens, mais en fait, dans les faits, on le trahit. De Gaulle, ce qu'il avait particulièrement en horreur, eh bien c'est justement ce que nous vivons aujourd'hui, le système désastreux des partis, qui est quelque chose de congénital à la France. C'était vrai du temps de nos rois, hein. Toujours, il y a eu des tentatives de subjuguer le souverain, de s'adjuger la souveraineté, que ce soit celle du roi ou aujourd'hui celle du peuple. Eh bien, c'est ce que nous vivons. De Gaulle s'est battu toute sa vie, enfin, toute sa vie politique, contre le système désastreux des partis. Il a repris ses droits, ce système, 4 ans après sa mort. Donc, ces gens-là en vivent. Donc, ils trahissent De Gaulle en permanence. Alors, moi, je me réfère à De Gaulle, oui, mais ce n'est pas ma seule référence, si vous voulez. Je me réfère à toute l'histoire de France. Nous avons dans une histoire de 15 ou 16 siècles, ça dépend où on l'a fait commencer, je l'ai fait commencer à Clovis, comme beaucoup d'autres. Et dans cette histoire de France, nous avons des chefs d'État, des rois, des présidents, des empereurs, dont certains ont été abominables et d'autres remarquables, dans toute l'histoire de France. Moi, je me réfère à Henri IV, dont je considère qu'il a été un très grand roi. Et un très grand roi, parce qu'il a abjuré sa foi protestante. Mais quel est le fond de sa conversion? Ce n'est pas mon affaire, c'est la sienne. C'est la sienne. Il a fait ça pour la paix entre les Français. Mais c'est une action politique énorme, géante. J'ai une admiration très grande pour Henri IV. Il y a aussi De Gaulle, etc. Mais peu importe. Je trouve mes références dans toute l'histoire de France. Si j'avais 20 ans, je me referais soldat. C'est un métier absolument fabuleux, fantastique, un métier de service. Je leur dirais aussi que le métier de soldat n'est grand que si le soldat est au service, que s'il est vraiment prêt à tout donner pour la France. C'est ça, la vocation du soldat. La vraie vocation du soldat, elle est là, prêt à tout donner pour le pays et éventuellement, le cas échéant, à ruer dans les brancards s'il le faut, parce qu'il est encore une fois en charge de l'essentiel. Lui, il fait don de sa peau, au moins tacitement. Il est prêt à la donner réellement pour la France. Je crois qu'ils ont choisi un très grand métier, un très beau métier. C'est sans doute le métier sur lequel repose la civilisation, contrairement à ce que certains croient. L'un des métiers, l'un des principaux métiers sur lesquels repose la civilisation. J'aime bien cette référence, enfin cette parole, j'ai oublié de qui elle est, pardonnez-moi, mais l'un des grands honneurs, le grand honneur de la civilisation, c'est de transformer le guerrier et le mercenaire en soldat. Le guerrier se bat pour le plaisir, pour la rapine, il se bat pour lui, c'est nuisible. Le mercenaire se bat pour l'argent, il est prêt à vendre ses services au plus offrant. Le soldat, lui, il met son appétit de combat au service d'une cause qui le dépasse infiniment, en l'occurrence la France. C'est un très beau métier, magnifique.